Bonjour, ravi de vous retrouver très nombreux à nous suivre sur la télé du 21e siècle et bienvenue dans Starcom, l'émission de décryptage et d'analyse de la télé du 21e siècle qui vous permet de comprendre l'actualité nationale en toute responsabilité. Aujourd'hui, dans cette émission, nous faisons le plaisir de recevoir sur le plateau de Starcom Monsieur Fayimba Mara. Je rappelle qu'il est professeur de droit public à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia, également doctorant à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est avec nous et avec lui sera question de faire la revue des constitutions, des différentes constitutions de la Guinée. Également invité dans ce numéro de Starcom, le célèbre écrivain guinéen, M. Thierno Sadou Diallo, connu sous le nom de Thierno Monembo. Avec lui également, nous allons revenir sur ce sujet qui est à l'ordre du jour de cette émission. M. Mara, c'est un plaisir pour nous de vous avoir sur le plateau de Starcom et bienvenue. Bonsoir, M. Barry. Alors, on va commencer ce débat par cette première question quand même qui fait trait à cette revue dont nous faisons aujourd'hui spécialement dans cette émission Starcom. La première des questions, dans quelles conditions la première constitution guinéenne a été élaborée? Voilà, donc je crois que je ne vous apprends rien. La première constitution de la République de Guinée. Vous savez, la République de Guinée, d'ailleurs, fut le premier pays d'Afrique francophone à se doter d'un statut juridique par la Constitution la Constitution du 10 novembre 1958, naturellement. Donc, cette Constitution a vu le jour dans quel contexte? Vous n'êtes pas sans savoir que c'est à l'occasion de la proposition qui lui a été faite, c'est-à-dire à la jeune République d'alors, de choisir entre l'indépendance et, si vous voulez, rester encore sous la tutelle de la France avec une semi-autonomie. Autonomie avec la France, avec notamment le franc CFA. Tout à fait. Oui. Donc, à l'occasion, naturellement, le choix ne s'est pas fait retarder. Oui. La Guinée a opté pour l'indépendance totale. Et ainsi, le 10 novembre 1958, la Guinée s'est dotée de sa première constitution, naturellement. Alors, parlant de cette première constitution, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de débats, mais la question que se pose aujourd'hui, par rapport aux articles notamment infranchissables, aux intangibilités, est-ce que cette première constitution avait notamment ces articles phares qui allant dans le sens notamment de ces intangibilités? Oui, bon, dire que la constitution de 1958 comportait, si vous voulez, des intangibilités, non. Quand vous prenez cette constitution, autant pour moi, c'était pas une constitution qui était prolixe, c'est-à-dire la constitution, l'ensemble de la constitution naturellement ne comportait que 53 articles. Donc c'était une constitution qui était très brève. Il faut attendre naturellement la révision constitutionnelle de 1963 pour qu'on passe de 51 articles à 91 articles. Mais ce qui fait la deuxième constitution. Bon, si vous voulez, en termes de processus. En termes de processus, puisque vous avez les constitutions, mais vous avez aussi les lois constitutionnelles. Les lois constitutionnelles. Donc, la révision de 1963 a donné une loi constitutionnelle, effectivement, qui a apporté des réformes dans la constitution initiale, qui est la première, c'est-à-dire la constitution de 1958. Donc, cette constitution a introduit des réformes. C'était dans le cadre de l'adaptation de cette constitution-là, avec l'évolution, la constitution de 1958 ne collait pas à la réalité. Donc, au fil du temps, le besoin a été ressenti et il fallait commencer à adapter la constitution à la pratique, à la réalité, à la réalité de la pratique politique et administrative de l'État. Parce qu'à l'époque, il faut le dire quand même, avant c'était une sorte de politique. C'était le parti-État. C'était le parti-État, un parti fort, si vous voulez, une présidence forte. Donc, à l'époque, quand vous prenez cette constitution dans sa caractéristique, c'est qu'à l'époque,
cette constitution ne se préoccupait très peu de la protection et de la défense des droits de l'homme. À l'époque, les jeunes républiques qui venaient d'accéder à l'indépendance à l'époque avaient des objectifs précis. C'était de construire des États forts, des États qui pouvaient réussir à aplanir toutes les velléités de contradiction, c'est-à-dire l'objectif c'était le développement, comment asseoir l'unité nationale. Alors donc, il fallait un État fort, un régime présidentiel fort, et c'est à partir de cette constitution-là, naturellement, que la Guinée a commencé à construire ce qu'on appelle le régime présidentialiste. Voilà. C'est ça. Alors, notamment dans cette rétrospective également, il y a cette question qui revient, à savoir, on a... Oui, allez-y. Voilà, quand vous parlez des intangibilités, c'est qu'il n'y avait pas, quand vous prenez la première constitution qui consacre, par exemple, le libellé ou le titre qui consacre naturellement la révision constitutionnelle, c'est que dans cette disposition, vous n'avez pas d'intangibilité. La seule intangibilité qui existait dans cette constitution, c'est qu'il était dit simplement qu'il ne fallait pas changer la forme républicaine de la Guinée. Donc, on ne parlait pas de mandat, on ne parlait pas du nombre de mandats, on ne parlait pas de la durée du mandat à l'époque. Ça veut dire que la question là était déjà évacuée, c'est que le président de la République pouvait rester autant de fois qu'il veut, le nombre de mandats... C'est ce qui a justifié même le nombre de mandats que... Voilà, c'est ce qui a fait que le président révolutionnaire Ahmed Sékou Touré a fait à la tête de la Guinée. 26 ans, parce que si la mort ne l'avait pas arraché naturellement, il pouvait continuer toujours à briguer cette présidence-là. Voilà. Alors, parlons des différentes constitutions. En tout, parce qu'on va d'abord... En tout, la Guinée a eu combien de constitutions en tant que telles, selon la forme, depuis son accession à l'indépendance? La Guinée, de l'indépendance à nos jours, naturellement, la Guinée a eu 4 constitutions. Les 4 constitutions que les constitutionnalistes modernes repartissent en 2 cycles. Le premier cycle, c'est le cycle de 1958 à 1984. Ce cycle-là, qui est le premier cycle de l'évolution constitutionnelle de la République de Guinée, a caractérisé ce cycle comme le cycle de la dictature constitutionnelle. Et ça, c'est par rapport à l'appréciation que vous pouvez porter en matière de droits de l'homme, en matière de protection des droits de l'homme. Ou de partage de pouvoir. Voilà. Vous savez, une constitution s'apprécie c'est-à-dire sur la base d'un certain nombre de critères. Je ne vais pas citer beaucoup, mais quand vous prenez une constitution, pour dégager son caractère libéral, c'est-à-dire on se pose d'abord la question de savoir quelle est la place que la Constitution accorde aux droits de l'homme, aux libertés. Ça, c'est un premier critère. Le deuxième critère, la place, c'est-à-dire quel est le rang protocolaire dans le corps de la Constitution, quel est le rang protocolaire accordé au respect, à la proclamation et à la protection des droits de l'homme. Ça, c'est un premier critère. Le deuxième critère, mais cette Constitution, dans le cadre de l'élargissement des libertés, la Constitution consacre combien d'articles à la rubrique. Évidemment. Alors, à partir de ces 2 critères, naturellement, vous pouvez vous rendre compte si la Constitution est libérale ou pas. Si la Constitution se préoccupe du respect et de la protection des droits de l'homme, vous pouvez comprendre. Alors, quand vous prenez la toute première Constitution de la République de Guinée, c'est que, c'est pourquoi on parle un peu de dictature, c'est que le respect, la protection des droits de l'homme ne constituait pas la préoccupation des libertés publiques. N'était pas pris en compte. Non, pas que c'était pas pris en compte, mais c'était pris en compte, mais avec une certaine restriction. Non, pas la restriction, mais le degré de considération que le régime politique d'alors accordait à cette rubrique-là était de moindre importance. C'est-à-dire, ce n'était pas leur préoccupation fondamentale. La preuve, c'est que quand vous prenez le rang protocolaire de la rubrique des droits de l'homme, des libertés publiques, c'est que vous prenez le titre 1, 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire le titre, la rubrique intitulée droits
droits et devoirs fondamentaux, c'est que prenait le 10e rang. Ah, oui. Vous voyez ce que ça fait? Donc ça veut dire que la première constitution, le régime politique de la première république de notre pays ne faisait pas du respect des droits de l'homme une priorité. Ça, c'est de 1958 à 1984. Voilà, de 1958 jusqu'à 1984. Oui. Alors, après 58 jusqu'en 1982, c'est vrai, il y a eu des changements. Donc, ce n'est pas forcément à partir de 84, Okay. mais c'est de 58 à 1984. Parce que Sékou Touré est décédé en quelle année? En 84. En 84. Donc, la constitution la deuxième constitution avait apporté ce qu'on appelle de la réforme, mais de la réforme positive. Oui. Parce que... Ça, c'est un peu le libéralisme qui... Bon, non, ce n'était pas le libéralisme, c'était toujours le régime populaire et le régime révolutionnaire populaire de la République de Guinée. C'était encore le système de parti-État, comme la Première République, on était encore dans le système de parti-État. Mais cette constitution de 1982, vous savez, la première constitution de la Guinée, c'est 58. La deuxième constitution, quand on s'est rendu compte que entre la pratique et le contenu de la Constitution, il y avait un fossé, la nécessité s'est posée d'adapter cette réalité-là, c'est-à-dire ce chevauchement-là. Le texte et l'applicabilité. Et la réalité. Donc, alors, les autorités politiques de l'époque ont pris conscience et ont jugé utile de procéder à cette adaptation. C'est ainsi, en 1982, la deuxième constitution de la République de Guinée a été, la République populaire révolutionnaire de la Guinée a été adoptée. Oui. Avec cette deuxième constitution, il y a eu des avancées, des avancées significatives qu'il faut souligner par endroit, quoi qu'on dise, c'est vrai, même si dans la pratique c'était autre chose, mais dans le texte, nous les constitutionnalistes généralement, nous c'est le contenu du texte que nous voyons d'abord d'entrée de jeu, mais aussi après on essaie de voir la différence entre le contenu du texte et la réalité. Maintenant, quand vous prenez la constitution de 1982, en 82, il y a eu des avancées significatives. En ce qui concerne, par exemple, l'élargissement des libertés, l'élargissement des droits de l'homme, c'est que la constitution de 1982 a battu le record, même par rapport aux deux constitutions que nous avons connues par la suite, 90 et 2010. Quand vous prenez la rubrique, par exemple, des libertés dans la constitution de 1982, on a assisté c'est-à-dire à la consécration de 26 articles qui proclamaient des droits et des libertés. Donc on a connu un élargissement extraordinaire des libertés, même si dans la pratique il y avait des problèmes. Mais dans les textes, il y avait une volonté politique. Il y avait une volonté politique à changer la donne. Bon, aussi la place, c'est-à-dire la première constitution, c'était pas une priorité pour le régime en place. Parce qu'à l'époque... Voilà, à l'époque, il y avait d'autres priorités. Le développement, l'unité nationale, il fallait défendre le pays. En tout, on peut retenir qu'on a eu combien de constitutions? 4 constitutions. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que les avancées ont commencé en 82. Là, il faut le reconnaître. Vous l'avez compris, chers téléspectateurs, c'est une émission spéciale consacrée aux différentes constitutions que la Guinée a connues depuis son accession à l'indépendance. Alors, on va marquer une courte pause. On revient juste après sur le plateau pour continuer le débat avec notre invité qui, je rappelle, n'est autre que M. Fayimba Mara. Il est professeur de droit public à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia, également doctorant à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. On marque une pause, on revient juste après. La mission, promotion et valorisation du patrimoine culturel historique guinéen et africain. Des retours sur ce plateau, chers téléspectateurs, vous qui avez accepté notamment de nous préférer sur la télé du 21e siècle. On va revenir avec notre invité de parcours qui, je rappelle, n'est autre que M. Fayimba Mara, professeur de droit public à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia, doctorant également à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors, on parlait un peu de cette particularité de transition. Rapidement, vous étiez notamment sur ces critères, notamment qui caractérisaient ces différentes constitutions. Naturellement, donc je disais que
la rubrique des droits de l'homme dans la première constitution, c'est que la première constitution ne consacrait que 10 articles. Ouais. La deuxième constitution a consacré 26 articles. Ouais. Maintenant, ça c'est le cycle de la dictature. Le deuxième cycle de l'évolution constitutionnelle de la République de Guinée, c'est, si vous voulez, le cycle que les constitutionnalistes ont qualifié de cycle autoritaire, mais de demi-démocratie. De demi-démocratie. De demi-démocratie. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire une volonté affichée dans les textes? Dans les textes, mais dans la pratique, autre chose. Et c'est pourquoi d'ailleurs, les constitutionnalistes disent que ce que le général de Gaulle représente dans l'histoire des institutions politiques de la République française, Sékou Touré l'est, c'est-à-dire dans l'histoire des institutions politiques de la République de Guinée. Pourquoi? C'est-à-dire le régime présidentialiste a commencé à être construit en Guinée avec la première constitution de 58 jusqu'en 82. Et de 82 à nos jours, le régime présidentialiste n'a pas changé en Guinée. De Lansana Conté à Alpha Condé, c'est le même système présidentialiste que nous connaissons, c'est-à-dire un président de la République fort, puissant, clé de voûte de toutes les institutions de la République. Donc vous voyez, généralement, nous on est très réticents. Quand on parle généralement du changement, on se dit oui, il y a eu des changements, il y a eu des réformes, il y a eu des avancées. Peut-être dans la façon de gérer le pouvoir, si avec le premier cycle, le premier président de la République, le partage du pouvoir était encore un peu compliqué. Voilà, avec les autres, il y a eu un peu cette volonté politique de décentraliser, de partager relativement, je dis bien relativement parce que je pèse mes mots, même eux, ils ont gardé les relents d'autoritarisme. Alors, il y a quand même cette question parce que depuis que la Guinée a pu accéder à l'indépendance, nous avons connu 4 constitutions, mais quel a été le mode de transmission d'une constitution à une autre? Est-ce que c'était l'Assemblée nationale ou bien comment ça s'est passé, notamment par rapport à cette constitution? Vous savez, par rapport à cette question que vous posez, naturellement, c'est que les constitutions qui ont... La première constitution, par exemple, en ce qui concerne, si vous voulez, les dispositions transitoires, c'est que les constitutions, les premières constitutions, comme la constitution de 58 et la constitution de 1982, sont restées muettes sur, si vous voulez, sur cette rubrique-là. La rubrique-là n'existait pas de façon expresse. C'est-à-dire quand on dit, par exemple, qu'en cas de vacance du pouvoir, voilà, la continuité va être assurée par le gouvernement. Mais le gouvernement, qui est le gouvernement? Alors là, c'est ce qui a fait que, après le décès de Sékou Touré, les militaires sont venus au pouvoir. Bon, Lansana Conté, c'est la même chose. C'est-à-dire, vous avez l'impression que les chefs africains ont horreur. Ils n'aiment pas voir. Ils n'aiment pas voir laisser l'ouverture à la possibilité de... Ils n'aiment pas voir venir le remplaçant potentiel qui doit prendre la relève après. Ce qui veut dire que chacun d'entre eux n'ont pas défini le mode de transmission du pouvoir. Ça n'a pas été clairement défini. C'est-à-dire, la définition, quand vous prenez ces rubriques-là, c'est-à-dire, au point de vue consécration, la forme, elle est confuse. De telle sorte que, quand la circonstance se présente, pour mettre en application, ça pose beaucoup de problèmes. Et c'est ce qui a amené naturellement la présence des militaires sur la scène politique. Et là, ça continue jusqu'à maintenant. Là. Est-ce que vous voyez? Parce que quand vous prenez les autres constitutions, là, on dit la constitution de 1990 a prévu qu'en cas de vacances, le président de l'Assemblée continue à évacuer les affaires courantes, il organise les élections. Après que la vacance soit proclamée par le président de la Cour suprême. Alors, vous avez vu un peu au décès de Lansana, du président Conté, ça donnait quoi? C'est qu'entre le président de l'Assemblée d'alors et le président de la Cour suprême, il n'y a pas eu d'entente. L'un a refusé de déclarer, de prononcer la vacance du pouvoir, et puis voilà, ça donnait ce que ça donnait. Les militaires sont revenus encore à la commande. Alors, si vous permettez, c'est certes que cette émission quand même intervient dans un contexte sociopolitique crispé par cette histoire, notamment de débats autour du changement de la Constitution. Alors, on s'est amusé dans cet élément de reportage qu'on a proposé à certains spectateurs, d'avoir l'avis de ces citoyens, au nom desquels les politiques aiment souvent s'exprimer dans leur volonté politique à changer la Constitution. On suit cet élément de reportage, on revient sur ce plateau. Est une loi fondamentale
qui fixe le fonctionnement, l'organisation d'un État. C'est l'idée que ce citoyen se fait de la définition d'une constitution. Cet ensemble de lois qui régissent le fonctionnement d'un État est souvent soumis aux caprices des dirigeants africains. Actuellement, la démocratie commence à s'installer en Afrique. Alors quand vous dites que je vais me maintenir au pouvoir contre la volonté populaire, il va sans dire que vous allez créer tout le problème dans le pays. Le respect de la loi fondamentale est gage de paix et de stabilité sociale. La crise politique guinéenne est une des illustrations de cette réalité. La constitution, donc moi je pense que c'est un patrimoine, c'est une pièce maîtresse dans le fonctionnement d'un État. Je n'ai jamais vu dans un pays où on peut se lever un beau matin, changer une constitution. La constitution, c'est elle qui permet le fonctionnement d'un État démocratique. Donc vouloir chaque fois la changer parce qu'on a des intentions par-ci par-là, je pense que ce n'est pas bien pour une république comme la nôtre. Au fil des années, une constitution peut révéler quelques faiblesses à corriger, de quoi donner lieu à la nécessité d'un changement total ou partiel d'une constitution. Il y a certains événements qui peuvent nous amener à analyser à l'élaboration d'une nouvelle ou à l'établissement d'une nouvelle constitution, à savoir le coup d'État, la guerre civile, ainsi de suite. En tout cas, les catastrophes, les événements qui amènent le pays à suspendre la constitution. En Guinée, depuis plusieurs mois, le débat sur la modification de la constitution divise la population. D'un côté, les partisans du régime d'Alpha Condé, favorables au changement constitutionnel, de l'autre, les leaders de l'opposition et le Front national pour la défense de la Constitution, dont les principaux acteurs sont actuellement devant les tribunaux. De retour sur ce plateau, chers téléspectateurs, vous qui acceptez notamment de nous rester fidèles sur la télé du 21e siècle. Alors, M. Mara, on s'est rendu compte quand même que vous avez notamment vu cet élément, cette notamment confusion dans laquelle notamment se trouvent ces citoyens. Qu'est-ce que ça vous envoie comme notion? Quel est votre regard sur notamment ces différents avis sur la Constitution? Je rappelle qu'on aura tout de suite M. Thierno Seydou Diallo, connu sous le nom de Thierno Monenembo, célèbre écrivain guinéen qui va nous rejoindre sur ce plateau dans cette émission au téléphone. Bon, je crois que je partage un peu le souci des téléspectateurs que nous venons de voir. La Constitution, naturellement, comme ils l'ont dit d'ailleurs, définit les principes fondamentaux de la République, oui, et puis définit les droits et les devoirs des citoyens. Il fixe également les modes d'organisation de l'État et le fonctionnement, les règles de fonctionnement de l'État. Donc, comme ils l'ont si bien dit, naturellement, une constitution, c'est le pacte social qui régit, si vous voulez, la relation entre gouvernants et gouvernés. Alors, ce pacte social ne peut pas être, si vous voulez, modifié, révisé. Alors, si vous permettez, M. Mara, on va essayer de contacter notamment notre invité qui nous attend au bout de fil depuis la ville de Fria, M. Thierno Seydou Diallo, connu sous le nom de Thierno Monenembo, célèbre écrivain guinéen. Bonjour et bienvenue dans Starcom, M. Diallo. Bonjour. Allô, M. Diallo? Oui, bonjour. Bienvenue dans Starcom. Merci. Alors, la première question que je m'en vais vous poser, vous qui avez été quand même l'un des écrivains de l'Afrique et de la Guinée en particulier, qui a beaucoup écrit sur la Guinée depuis son accession à l'indépendance, aujourd'hui, avec ce que vous voyez autour du débat de changement constitutionnel, quel est votre regard sur la Guinée? Mon regard est un regard inquiet. Je pense que par la faute de Alpha Condé, la Guinée est en train de rentrer dans une zone de turbulence extrêmement dangereuse. Nous risquons de sombrer dans le chaos. Si nous ne réfléchissons pas maintenant, ouais, chacun doit prendre ses responsabilités. La question du troisième mandat est un faux débat. Le troisième mandat, il n'en est pas question, c'est de la préhistoire, ça. Il n'est plus question du troisième mandat maintenant. Chaque président en Afrique doit respecter la Constitution jusqu'au bout. Il a été élu sur la base de 2 mandats.
C'est sur ces bases-là qu'il doit quitter le pouvoir. Point très. Oui. Alors, est-ce que vous êtes surpris malgré le passé que la Guinée a connu et que vous avez beaucoup décrit dans vos différentes œuvres, est-ce que ça ne vous surprend pas ou bien vous vous attendez à ce qu'on soit face à ces débats de changement de constitution après toutes ces années? Ça ne me surprend pas pour deux raisons. D'abord, à cause de la malhonnêteté des dirigeants africains de manière générale. Oui. Les dirigeants africains sont préoccupés que par une chose, c'est leur pouvoir, le pouvoir personnel, oui. le pouvoir illimité. C'est tout ce qui les intéresse. Nous sommes des peuples qui ne les intéressent pas. Oui. Deuxièmement, de l'autre côté, malheureusement, nous sommes encore des sociétés fragiles. Oui. L'alphabétisme est terrible, il est galopant. Oui. Et la conscience politique n'est pas encore complètement en place, la conscience civique encore moins. Ce qui fait que nous n'avons pas encore suffisamment de garde-fous. Or, la démocratie sont les garde-fous. Oui. La démocratie, ça ne vient pas d'une bonne intention. La démocratie ne vient pas de la générosité de ceux qui dirigent. Elle vient de la capacité de résistance du peuple devant les abus de pouvoir. Oui. Ça nous manque pour l'instant. Et ça va venir doucement. C'est en train de se mettre en place dans certains pays. Oui. On voit que la Tunisie, aujourd'hui, a suffisamment de garde-fous. Les dérives sont devenus pratiquement impossibles en Tunisie. Oui. Malheureusement, dans nos pays à nous, c'est encore possible. Dans des pays comme le Sénégal, oui, il y a des garde-fous. Je ne suis pas encore, mais ça va venir avec le temps. Alors, parlant du FNDC, dont vous-même vous êtes membre, parce qu'il faut le rappeler que votre entrée au sein du FNDC a été solennelle, parce que ça a été notamment accueilli avec beaucoup d'attention. Aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez la crise dans laquelle le pays se trouve, avec notamment cet appel à manifester du FNDC, quand même, qui rime avec des morts et avec beaucoup de dégâts matériels? Bien sûr, mais d'abord, il faut qu'on soit clair. Hein, parce que là, il y a une confusion entretenue par le pouvoir. Il faut bien savoir une chose, que le droit de manifester est inscrit dans la Constitution. Oui. Le droit de tuer n'est inscrit nulle part. Oui. Aucun Guinéen n'a le droit de tuer une autre Guinée. Même les forces de l'ordre n'ont pas le droit de tuer des Guinéens. Ils n'en ont pas le droit. Oui. Aucune loi ne le leur permet. Ce qui est permis, c'est de manifester, pas de tuer. Aujourd'hui, dans le monde moderne, on peut continuer une manifestation avec des gaz lacrymogènes, des balles en caoutchouc ou des canons à eau. En Guinée, on tire à balles réelles, et seulement dans certains quartiers. Parce que malheureusement, la répression, elle est orientée. Il faut le dire. Donc, tout cela, c'est vraiment ça. Ça exprime complètement l'état d'esprit de ceux qui nous dirigent. C'est des barbares. Alors, est-ce que vous, qui êtes du FNDC, vous n'êtes pas allé un peu plus vite en besogne, parce que le président de la République, jusqu'à présent, quand même, ne s'est pas prononcé de façon officielle sur notamment sa volonté de changer la Constitution? Excusez-moi, monsieur, arrêtons d'être hypocrite. Tout le monde sait que la première personne à avoir parlé de troisième mandat, c'est lorsqu'il fonctionnait de police des forêts. Il a été immédiatement promu conseiller à la présidence. Chaque fois que quelqu'un parle de troisième mandat, il est promu. Cela veut dire donc qu'il s'est manipulé, c'est une mise en scène, ça. Tout le monde sait qu'Alpha Condé veut le troisième mandat, qu'il fera tout pour l'avoir, et qu'il ne va pas reculer. C'est au peuple et au peuple seulement de le faire reculer. Alors, monsieur Diallo, si vous permettez, on va partir en pause. Avant de revenir désormais, on voudrait bel et bien avoir votre avis sur la réaction de la communauté internationale qui s'est exprimée sur cette situation, sur la crise guinéenne, et une communauté internationale que vous avez côtoyée pendant beaucoup d'années. Alors, on va marquer une courte pause, on revient juste après dans cette émission pour la troisième partie de Starcom. La vocation, informer, éduquer, divertir, promouvoir l'état de droit et les valeurs morales. Et comme on le disait avant la pause, chers téléspectateurs, on va voir si M. Diallo est en ligne. Je rappelle qu'il n'est autre que M. Thierno Seydou Diallo, connu sur le nom de Thierno Monembo, célèbre écrivain guinéen, quand même, qui est connu avec sa plume notamment un peu plus acerbe et particulière par rapport notamment à la gestion de l'Afrique. M. Diallo, vous êtes là avec nous? Toujours. Alors, on a vu quand même cette réaction de la communauté internationale qui a retenu également l'attention des acteurs politiques après ces premières manifestations de rue à l'annonce du FNDC. Quel regard faites-vous notamment de cette sortie de la communauté internationale? Est-ce que vous la jugez suffisante pour faire renoncer le président de la République dans son ambition de changer la Constitution, ou bien c'est une déclaration qui souffle à la fois le chaud et le froid? Mais le discours de la communauté internationale est classique. Oui. C'est le discours du diplomate. C'est le discours de la neutralité, le discours de la courtoisie, c'est le principe. Ils ne prennent pas position.
Mais, disons, c'est le bon samaritain. Ils vont dire, bon, écoutez, il faut négocier, il faut faire la paix. Bon, et tout ça, c'est de bons sentiments. On ne fait pas l'histoire avec de bons sentiments, bien évidemment. Le problème est là, c'est que le troisième mandat n'est pas négociable. Ouais. On ne peut pas négocier la modification d'une constitution pour les profits électoraux d'une personne. Ce n'est pas possible. Ouais. C'est sacrifier à ce moment-là la démocratie guinéenne, c'est sacrifier les intérêts du peuple de Guinée. Mais il y a une chose qu'ils ont dit quand même, ces gens de la communauté internationale, c'est qu'ils tiennent au respect du cadre constitutionnel. Oui. Ça, c'est très important. Effectivement, oui, c'est une prise de position, carrément. Oui, il faut respecter la constitution guinéenne. Donc, de ce point de vue-là, ils ont parfaitement raison. Il faut obliger Alpha Condé à respecter la constitution guinéenne. Alors, il faut dire quand même que la dernière question qu'on va poser avant de revenir notamment sur ce plateau avec notre invité, M. Fayimba Mara, c'est un peu on va dire cette main tendue du président de la République vis-à-vis des membres de FNDC que vous êtes, qui désormais semble être ouvert au dialogue. Mais malheureusement, on a vu le FNDC veut remettre ça encore le jeudi prochain en ce qui concerne les manifestations de rue. Est-ce que ce n'est pas la peine de venir sur la table du dialogue pour que la Guinée puisse être sauvée? Quelle main tendue? Une main cachée de sang? C'est là qu'on va serrer? Non. Et dialoguer sur quoi? Sur quelle base? Dialoguer dans quel sens dialoguer? Dialoguer pourquoi? Pour changer la constitution? Non, on ne dialogue pas. Il n'y a pas de dialogue là-dessus. La constitution s'impose à tout le monde. Et d'abord au président de la République lui-même. Qu'est-ce qu'une constitution? C'est quelque chose de sacré. C'est quelque chose qui s'impose à tout le monde. Vous savez, dans les sociétés traditionnelles africaines, les rites sociaux, les rites culturels, s'imposaient à tout le monde et d'abord au chef. Les traditionnels africains étaient soumis à des règles plus drastiques que celles du citoyen ordinaire. S'ils les violaient, parfois ils étaient soumis à la mort. Comprenez? Dans le code moderne, c'est pareil. Dans le code moderne, le président de la République est soumis à des règles très précises. S'il les viole, il est puni. Il y a une procédure d'impeachment qui est en train de se faire aux États-Unis contre comment il s'appelle, Donald Trump. Regardez le problème des gilets jaunes en France. Macron ne peut rien. Il est limité dans l'exercice de son pouvoir. Vous l'avez compris, chers téléspectateurs, que la détermination, à l'image des propos de M. Thierno Seydou Diallo, connu sous le nom de Thierno Monenembo, célèbre écrivain et membre du FNDC, montre à suffisance que le FNDC reste droit dans ses bottes. Monsieur Diallo, ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir. Merci d'être passé dans Starcom. Merci. Excellente journée à vous. On revient à présent avec notamment M. Fayimba Mara. Vous l'avez quand même écouté avec tout ce qu'il y a aujourd'hui comme actualité sociopolitique du pays qui rime avec ces débats de changement de la Constitution. Est-ce que vous, de votre regard des juristes, est-ce qu'on pouvait s'attendre à ces débats de changement de la Constitution au regard notamment du parcours, au regard d'où nous venons à travers notamment ces différentes constitutions que la Guinée a connues? Franchement, comme vous l'avez si bien dit d'ailleurs, et puis j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'autre invité, le doyen Kernamonenembo. C'est vrai, c'est impensable. Nous sommes aujourd'hui dans des inquiétudes. On éprouve des inquiétudes dans la désillusion, le désarroi et même le désespoir. C'est-à-dire, on ne peut pas le réaliser. Et nous, les constitutionnalistes, d'ailleurs, nous sommes formels. Nous sommes là pour le respect de la Constitution. Et la Constitution de 2010 est formelle. L'article 152 est formel là-dessus. C'est que le nombre de mandats et la durée du mandat ne sont pas négociables. Nous sommes dans les intangibilités. On ne peut pas comprendre. Aujourd'hui, puisque, bon, c'est vrai, il y en a qui disent d'ailleurs qu'on est en train de tuer le poussin dans l'œuf, puisque il n'a pas ouvertement affirmé qu'il veut briguer un troisième mandat, mais le flou entretenu autour de l'événement. Et par rapport au soutien que les partisans de son parti ne cessent de clamer ou de prôner dans les rues, naturellement, aujourd'hui, amène plus d'un Guinéen à comprendre effectivement qu'il y a des velléités de se maintenir au pouvoir ou de changer la Constitution pour pouvoir contourner les intangibilités. Parce que seule cette voie
du changement constitutionnel peut permettre aujourd'hui... Ce qui veut dire que ce débat autour du changement de la Constitution n'a pas sa place, mais plutôt on peut parler d'une révision ou d'un amendement, mais pas sur les articles intangibles. Mais naturellement, c'est-à-dire ça ne sert à rien aujourd'hui parce qu'avec le paquet de réformes qu'ils nous présentent et qu'ils veulent, si vous voulez, faire intégrer dans le corps de la Constitution actuelle, naturellement, ça ne nécessite pas un changement de Constitution avec un processus de révision constitutionnelle, on peut les intégrer. Maintenant, là où le bas blesse, alors si on tient à un changement de constitution aujourd'hui, mais pourquoi un changement de constitution? Changement de constitution, ça veut dire que on veut simplement contourner les intangibilités, et c'est ce qui amène aujourd'hui la plupart des citoyens à comprendre qu'il y a une velléité à se maintenir au pouvoir en briguant un troisième mandat. Alors parlons un peu de la réalité, parce que vous le savez quand même qu'il y a un front aujourd'hui qui s'exprime contre notamment cette volonté, et que on a vu ce qui s'est passé comme manifestation en termes de dégâts, en termes même de pertes en vies humaines. Aujourd'hui, quelle analyse portez-vous, notamment de ce double langage du président de la République, tantôt qui semble être dans le sens notamment de la démocratie avec ses consultations, et tantôt qui quand même dit même à ses militants de se préparer au référendum, pourquoi pas aux élections législatives? Voilà, je crois que c'est vrai, mais pour quelqu'un qui a suivi la chronologie des événements en Guinée, c'est que depuis avril-mai déjà, nous savons que la cité est agitée par cette volonté affichée du parti au pouvoir, qui ne cesse de clamer la volonté du gouvernement de changer, de modifier la Constitution. Et derrière ça, il ne se réserve pas, il clame clairement que le président de la République doit continuer. Est-ce que le président ne vous surprend pas au regard de son... Mais oui, comme vous l'avez dit d'ailleurs, vu le parcours élogieux que le président Alpha Condé a connu en tant qu'opposant. Et nous, les juristes, nous, les universitaires d'ailleurs, on les appelle les 4 mousquetaires de la jeune démocratie guinéenne. C'est-à-dire, il y a le professeur Alpha Condé, il y a l'honorable Bamamadou, paix à son âme, l'honorable Siraju Diallo, paix à son âme, et l'honorable Jean-Marie Doré, paix à son âme. Aujourd'hui, ces personnalités-là, ces icônes de la démocratie guinéenne nous ont fait espérer, ils nous ont fait croire qu'ils sont venus à la politique pour consolider l'état de droit en Guinée et de construire la démocratie. Aujourd'hui, ces personnalités-là, ces icônes de notre démocratie ne sont plus dans ce monde-ci. Et c'est Alpha Condé qui en reste. C'est le professeur Alpha Condé qui est, si vous voulez, le seul aujourd'hui. Dieu lui donne encore longue vie, et surtout il a la chance de briguer la première magistrature de notre pays. Donc nous le demandons de se mettre au-dessus de la mêlée et vraiment de laisser à cette génération... Justement, M. Marat, par rapport notamment à cette situation qui prévaut sur le terrain, des voix s'élèvent notamment pour appeler au sens de responsabilité du président de la République, notamment c'est le cas de la présidente du Conseil économique et social qui, je rappelle, était la présidente notamment du Conseil national de la transition, et qui a d'ailleurs permis à la Guinée d'aboutir notamment à la consécration d'un État démocratique. On va suivre cet extrait de Hadjara Biatou Sera Diallo qui s'exprimait également sur cette situation qui prévaut en Guinée. Je pense que ceux qui sont morts ou ceux qui sont blessés, c'est toute la Guinée qui est touchée. Le regard que je porte sur ça, je suis meurtrie. Je suis vraiment désolée. Le jour que je suis rentrée de mission, j'ai trouvé cette situation. Je n'ai pas pu fermer l'œil. Parce que je me dis que c'est comme si de toute notre lutte, on a échoué. C'est comme si on n'a rien fait, on ne s'est pas compris. On recule. Et quand je pense les péripéties, ce que nous avons traversé à des moments difficiles, je ne pouvais pas imaginer que des choses comme ça se répètent encore dans notre pays. La Guinée, les Guinéens ne méritent pas ce qui se passe. Donc chacun doit pouvoir méditer pour pouvoir dire qu'est-ce que j'ai fait hier pour ce pays, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire demain. L'histoire est très têtue.
Et c'est devant la porte de chacun de nous. Tout le monde est responsable. Moi, je pense que tout le monde est responsable. Moi, il y a des personnes aujourd'hui, je ne peux pas les reconnaître. Parce que je me dis, nous venons de loin. Nous avons eu une expérience vécue que des choses ne devraient plus se répéter dans notre pays. Nous devons aller de l'avant. Et que moi, quand je suis venue au Conseil économique et social, j'étais toute heureuse parce que c'est une maison de dialogue, c'est une maison de paix. Donc je me retrouvais, c'est à ça que j'ai toujours aspiré, la paix dans mon pays, pas mettre le feu dans mon pays. Mais en tant que femme aussi, en tant que mère, ce que je souhaite, je donne vie. Et donc c'est mon souhait le plus ardent, c'est la paix, c'est le développement, c'est lutter contre la pauvreté, lutter contre la corruption, lutter contre l'injustice, pour que personne d'autre ne vienne ternir l'image de marque de notre pays. Parce que ce qui se passe actuellement dans notre pays, ça se passe de commentaires. En tout cas, moi, j'en ai honte. J'en ai honte, j'ai le cœur serré, j'ai les larmes aux yeux. Surtout encore, ceux qui sont morts, c'est des jeunes, c'est la jeunesse, l'avenir de demain. Il faut qu'on arrive à s'écouter. Il faut qu'on arrive à avoir l'amour de ton prochain. Mais si tout cela se manque, et puis mieux, respecter les lois qui nous régissent. Moi, je pense que c'est quand on passe chacun, tu convaincs ton homologue, ton prochain, par les arguments. Et c'est ce qui peut prévaloir. Mais ce n'est pas en tuant les gens. Ce n'est pas en détruisant. Parce que je pense que la Guinée est en train de reculer sur toutes ses formes en démocratie, dans le développement de notre pays. C'est comme si on n'a pas tiré les leçons du passé. Pourtant, c'est la même chose qui se répète. Et ce sont nous encore, nous les mêmes personnes qui sont là. Et c'est pour ça, Dieu ne nous pardonnera pas. Quelquefois, je me dis, quand je me tais, les gens disent, elle ne parle plus. Je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus quoi faire. Parce que quand tu parles, tu donnes des conseils à tous les niveaux, ou tu donnes des exemples. Si tu n'es pas écouté, eh bien, qu'est-ce que tu dois faire? Puisque je ne peux pas les attacher, je ne peux pas les frapper. Donc, moi, vraiment, j'ai le cœur serré. Donc, tous ceux qui aiment le président de la République, il faut l'aider à sortir de cette crise. Il faut qu'il termine son mandat en beauté. Il y a des acquis qui sont irréfutables, qu'on ne peut pas rejeter, qu'on n'avait pas connus par le passé. Il faut préserver ces acquis, il ne faut pas les détruire. Et sans la paix, tout cela va se noyer. Il faut donc, pour consolider tout cela, j'en demande à tout un chacun d'accepter cela. Et qu'on ait pitié de ceux qui n'ont pas la possibilité d'envoyer leurs enfants à l'extérieur, de ceux qui n'ont pas la possibilité d'aller se soigner à l'extérieur, ceux qui n'ont pas, qui ne peuvent pas assurer les 3 repas par jour. Il faut penser à ça. Sinon, c'est du hacké. Et Dieu ne pardonnera pas à tout un chacun. Si chacun ne joue pas son rôle pour préserver cette paix, pour développer ce pays, dites-vous bien, chacun va être récompensé par Dieu. Et vous l'avez compris, chers téléspectateurs, c'est quand même un cri de cœur lancé par l'ancienne présidente, notamment du Conseil national de la transition, et également présidente du Conseil économique et social, Hadja Rabiatou Serra, qui s'adressait au président de la République. Quand même, c'est à entendre Hadja parler d'oin. On a vraiment une certaine, c'est pas cherté de cœur, parce qu'aujourd'hui, elle a été quand même un four au moulin pour que la Guinée puisse être là aujourd'hui, avec notamment cet État démocratique. Aujourd'hui,
quelle perception avez-vous notamment de ce message? Monsieur Barry, quand j'ai suivi un peu cette intervention de Agia, c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai la chair de poule. Ouais. Comme elle l'a si bien dit, j'ai les larmes aux yeux. Cette femme-là, avec le professeur Ibrahima Fofana. Fofana, paix à son âme. Si aujourd'hui nous parlons de démocratie, c'est vrai, les mousquetaires que je parlais là, ils ont accompagné, mais les vrais acteurs qui ont apporté cette démocratie-là, l'état de droit que nous connaissons aujourd'hui. Et après, qui ont renoncé au pouvoir. Qui ont renoncé au pouvoir, c'est les icônes-là. Ouais. Cette dame-là, elle m'a donné la chair de poule. Et ce qu'elle dit, c'est effectif. On ne peut pas comprendre aujourd'hui que le professeur Alpha Condé, c'est-à-dire pendant qu'il est au pouvoir, ouais. Ceux-là se sont battus pour sortir le pays des griffes de la dictature militaire. Ouais. Grâce à eux, aujourd'hui, on souffle l'air de la démocratie, de l'état de droit. Ouais. Aujourd'hui, ces pratiques-là, le professeur Alpha Condé s'est joint à ces icônes-là pour lutter contre les pratiques antidémocratiques pendant le règne du président Conté. On ne peut pas comprendre aujourd'hui que ceux-là qui ont accompagné le président Conté, que le président Alpha Condé s'entoure aujourd'hui avec les mêmes personnes pour nous ramener dans cette escalade de violence pour la première fois dans une république, dans un état de droit, où vous voyez un ministre de la République qui prend un arrêté ou une instruction pour interdire sur toute l'étendue du territoire toute manifestation et de façon illimitée. Plus d'une année. Mais c'est impensable pendant qu'il est au pouvoir. Et aujourd'hui, il doit comprendre quelque chose. Et on a plus qu'une centaine de morts aujourd'hui depuis l'accession. Et grave. Ouais. Et regardez un peu cette situation aujourd'hui. Avec 9 morts, 9 de nos concitoyens que nous avons perdus, aucune compassion de la part du gouvernement. Aujourd'hui, on serait en train de vivre ce qu'on appelle des journées de deuil. Qui devraient être décrétées par ce régime-là. Ouais. Ça n'a pas été fait. Ouais. Ça veut dire que le régime-là est resté insensible. Et on entend un discours quand même qui ne rassure pas. Insensible. Ouais. Et c'est-à-dire là où on sent que la République est abandonnée aujourd'hui, la République est orpheline. Ceux-là qui appellent à la manifestation aussi, et c'est de leur bord, comme ils le disent, qu'on a perdu les 9 compatriotes. Oui. Au lieu, c'est-à-dire d'amener ce gouvernement-là à prononcer ou à décréter le deuil national, eux, puisque les autres récupèrent les morts pour en faire des trophées de guerre. Puisque les autres là ne l'ont pas fait, mais eux, ils seraient là aujourd'hui en train de clamer haut et fort, et c'est-à-dire aux yeux de la communauté internationale, que eux, ils veulent pleurer leur mort. Et puisqu'ils veulent pleurer leur mort, ce n'est pas en appelant pour le moment à la manifestation, parce que ces morts-là ne sont pas encore enterrés. Mais est-ce qu'on peut parler de manifestation avec ça? Vous voyez cette banalisation de la vie humaine du côté de nos acteurs. Politique. Alors là, comme le dit Adia, on a la chair de poule, on a comme l'impression que ces gouvernants-là, le pays ne les intéresse pas, les populations ne les intéressent pas, c'est qu'ils se servent de la République, mais ils ne servent pas la République. Et que ce soit des gouvernants, mais aussi les acteurs politiques, que les acteurs politiques aussi et la société civile n'évoluent pas sur cette lancée-là. Donc ils reviennent, eux, parce que ce qui est arrivé aujourd'hui, c'est à cause d'eux, c'est-à-dire qu'ils expriment la compassion à ces familles éplorées aujourd'hui, qu'ils soient solidaires à ces familles-là, qu'on ne parle pas pour le moment de manifestation, qu'on pleure d'abord nos morts, puisque ce gouvernement est sensible aujourd'hui à ces pertes de vies humaines, à ces morts d'hommes. Franchement, c'est regrettable. C'est-à-dire, je tombe de nuit quand j'entends cette femme-là. Je la vois encore en train de tomber sous les gaz lacrymogènes entre la Bourse du Travail et le Palais du Peuple. C'est grâce à elle. Aujourd'hui, Dieu la garde encore en vie. Elle est témoin de ça là. Mais c'est-à-dire, elle nous exprime aujourd'hui que elle n'a plus sa raison de vivre. Parce que la lutte pour laquelle elle a donné sa vie n'est pas en train d'être respectée, n'est pas en train d'être conservée. Vous l'avez compris, qu'avec la situation que la Guinée traverse, notre pays est malade de ses dirigeants et pourquoi pas de ses acteurs politiques. Que Dieu sauve la Guinée. C'est sur ces mots de prière qu'on va aller à la pause. On revient désormais pour clôturer cette émission avec notre invité, M. Fahimba Mara. Je rappelle qu'il est
professeur de droit public à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia, également doctorant à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. La vision Star 21 TV ambitionne d'être le reflet des sociétés guinéennes et africaines. Et pour dire que la situation reste inquiétante et notamment crispante en Guinée, et du coup la communauté internationale ne laisse pas indifférente notamment par rapport à ce qui se passe en Guinée en termes de crise. Elle s'est exprimée sur la crise guinéenne à travers une déclaration publiée la semaine dernière. Alors, M. Mara, on a vu quand même la communauté nationale rappeler le président de la République notamment à faire notamment l'ouverture des libertés publiques et en donnant des invitations par rapport notamment aux retenues par rapport aux violences. Vous, de votre notamment regard de juriste, comment est-ce que vous percevez la réaction de la communauté internationale dans la situation actuelle qui prévaut en Guinée? Est-ce qu'elle s'assume en termes notamment de mesures ou de mise en garde? Naturellement, vous comprendrez que pour nous les universitaires, c'est une déception. Ouais. On se demande qu'est-ce que la Guinée peut gagner dans ça là. Certains même parlent aujourd'hui de retour notamment de la communauté internationale pour la médiation. Mais naturellement, c'est dommage. Parce qu'aujourd'hui, les Guinéens, la préoccupation des Guinéens, c'est le développement. C'est comment lutter contre la pauvreté et l'insécurité. Et ça fait plus de 10 ans qu'on ne parle seulement que d'élections. Voilà, que d'élections. Or, aujourd'hui, la préoccupation des Guinéens, ce n'est pas les élections, c'est la pauvreté, c'est le développement, c'est l'insécurité, c'est l'augmentation vertigineuse du prix du carburant pour le Guinéen ordinaire. Voilà les mots de la Guinée aujourd'hui, mais on ne parle jamais de ça. Ouais. Et aujourd'hui, c'est une honte pour nous. Est-ce que vous voyez une communauté internationale transigeante par rapport à ce qui se passe en Guinée? Mais bon, vous savez, le doyen Kernomonenen venait de le dire, l'intervention de la communauté internationale est classique. C'est-à-dire, c'est la diplomatie. Et vous l'avez compris que c'est un peu classique. Alors, on va sur ces commentaires, notamment de la rédaction, sur cette sortie de la communauté internationale sur la crise qui prévaut en Guinée. On suit ça, on revient juste sur ce plateau. Une nouvelle dimension avec les manifestations du Front National pour la défense de la Constitution. Tandis que les leaders du front sont jugés à Conakry pour troubles à l'ordre public et manifestations illégales, les missions diplomatiques se font entendre. Dans une déclaration commune rendue publique le 16 octobre 2019, les représentants des Nations Unies, de la CEDEAO, de l'Union européenne, des États-Unis, de France, de Belgique, d'Italie, d'Allemagne et du Royaume-Uni en Guinée appelle les acteurs à renouer le dialogue dans le cadre du comité de suivi. Le communiqué des missions diplomatiques rappelle également que le droit de manifester est un élément essentiel de l'expression démocratique, au même titre que la liberté de presse, et qu'il appartient aux différents acteurs de faire preuve de calme et de retenue en bannissant tout recours à la violence ou un usage disproportionné de la force. Il est également fait mention de la responsabilité du gouvernement de garantir les libertés fondamentales et le respect de l'état de droit. Face au projet de nouvelle constitution, noyau de cette crise politique, la communauté internationale note qu'il est ainsi indispensable d'organiser dans les délais légaux des élections législatives et présidentielles libres, crédibles et transparentes dans le respect du cadre constitutionnel et dans un environnement apaisé. Une éventuelle libération rapide des personnes détenues de façon préventive serait de nature à aider à l'apaisement, conseillent les missions diplomatiques. Ce vendredi, tous les regards sont tournés vers le tribunal de première instance de Dixine, où les membres du Front National pour la défense de la Constitution seront fixés sur leur sort. L'issue du procès est déterminante pour cet appel à l'apaisement de la communauté internationale. Alors, c'était à l'instant l'élément consacré à la réaction de la communauté internationale sur la situation qui prévaut en Guinée. Alors, M. Mara, il y a quand même une autre réaction, notamment à cette déclaration. Il y a un cas particulier, puisque déjà vous êtes juriste en la matière, je voudrais avoir votre avis. Ce sont ces cas d'arrestation arbitraire des membres et leaders du FNDC. Comment est-ce que vous les analysez? C'est la preuve qu'on est en train de fouler aux pieds aujourd'hui les principes démocratiques. Et vous le rappelez
rappelé tout à l'heure que c'est impensable. D'abord, la liberté de manifestation est une liberté constitutionnelle. Elle est réglementée par les lois de la République. Il suffit que ces lois-là soient appliquées pour que la manifestation se déroule dans les règles de l'art. Alors, on ne peut pas interdire à un citoyen dans un pays démocratique de manifester, d'exprimer sa colère quand ça ne va pas. Et de surcroît, arrêter les gens dans leur domicile. Et surtout, vous ne pouvez pas croire, c'est-à-dire à la foulée, une loi, ou pas même une loi, mais un arrêté du ministre de l'administration du territoire qui a été publié et qui interdit sur toute l'étendue du territoire de façon permanente et illimitée, c'est-à-dire l'exercice des libertés. C'est impensable, ça c'est antidémocratique. C'est en Guinée seulement et avec comment le professeur Alpha Condé, un président élu démocratiquement, peut accepter dans son pays de telles pratiques. Et c'est gênant aujourd'hui, c'est une honte pour nous qu'à son temps, c'est-à-dire que la communauté internationale revienne encore sur la scène pour encore faire des recommandations. Alors, pour faire des recommandations par rapport au respect des libertés dans notre pays. Et le professeur Alpha Condé fait partie des acteurs africains aujourd'hui qui prônent la démocratie sur le continent et d'ailleurs qui va mettre de l'ordre dans les autres pays par rapport aux velléités de se maintenir au pouvoir au Togo et qui est médiateur un peu partout dans certaines crises en Afrique ici. On ne peut pas comprendre que le donneur de leçons ne soit pas l'exemple dans son pays. Alors aujourd'hui, nous le demandons de se mettre au-dessus de la mêlée et de penser à ses compagnons, les Adja Sera, les Adja Rabi, Ibrahima Fofana, les Jean-Marie Doré, des Ban Mamadou, les Siraj Diallo, que ceux-là sont là et en train de le regarder parce que lui, Dieu lui a donné la chance d'être à la tête de ce pays aujourd'hui, de laisser à la génération montante, c'est-à-dire des acquis solides sur lesquels acquis, naturellement, on n'acceptera plus que de telles pratiques antidémocratiques soient connues sur le sol guinéen. Alors, M. Mara, pour terminer cette émission, il y a quand même cette dernière question que je m'en vais à vous poser, c'est également votre piste de solution par rapport à cette crise qui prévaut en Guinée. Est-ce que vous avez des conseils ou des messages à lancer pour qu'on sorte notamment de cette impasse aujourd'hui quand même qui ne rassure pas? Naturellement, je crois qu'aujourd'hui, je m'adresse au président de la République, le professeur Alpha Condé. Je souhaite, avec le parcours élogieux qu'il a connu, celui-là qu'on appelait hier le Mandela de la Guinée, et qui doit, selon nous, garder ce statu quo et qu'il soit cité un jour, puisque tout ce qui se passe maintenant, c'est que l'histoire retient. Nous souhaitons que le président Alpha Condé, dans un proche avenir, soit cité comme le Mandela de la Guinée. Et pour cela, il faut que le président de la République utilise son manteau de premier magistrat de ce pays pour aplanir ses contradictions aujourd'hui. En quoi faisant? C'est-à-dire en demandant aux juridictions qui sont saisies pour pouvoir juger ces citoyens libres qui n'ont fait que exprimer leurs droits, qui voulaient simplement exprimer leur colère et de les sortir des geôles de la justice guinéenne, et pour que les acteurs puissent se retrouver autour d'une table, c'est-à-dire pour mettre devant la Guinée, notre chère Guinée qui nous est tous chère aujourd'hui. Franchement, la solution est dans les mains du président de la République en tant que sage de la République, vraiment qu'il nous sorte de cette situation-là. Voilà le message fort que je lance à son endroit. C'était le message de notre invité. Je rappelle qu'il était avec nous tout au long de cette émission, M. Fayimba Mara, professeur de droit public à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia, également doctorant à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et il était également avec nous dans cette émission au bout de fil, M. Thierno Saïdou Diallo, connu sous le nom de Thierno Monembo, célèbre écrivain guinéen, quand même qui s'est également exprimé sur la situation qui prévaut en Guinée. Nous arrivons à la fin de ce numéro de Starcom. Il ne me reste qu'à vous dire merci pour votre aimable attention et à vous dire de rester connectés à la télé du 21e siècle, car le meilleur reste à venir. À bientôt pour un autre programme de Starcom.
Merci.